Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur Figaro TV en ce mardi 10 juin. Au sommaire de notre émission, il y a un an, Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale dissoudre l'Assemblée nationale pour une très grande majorité de Français. Ça a été une mauvaise décision. On y reviendra dans le détail avec Emmanuel Dubarry de l'Institut de sondage Backbone Consulting. La conférence des Nations Unies s'est ouverte sur les océans. C'est ouverte hier à Nice, un sommet co-organisé par la France et le Costa Rica, un événement qui rassemble 193 États et des ONG. Quels sont les enjeux de ce sommet? On en parlera avec un océanologue. Et puis en fin d'émission, on parlera tubes et chansons françaises. Florent Baraco, journaliste politique passionné également de chansons, raconte dans son dernier livre l'histoire de 50 tubes français de Douce France de Charles Trenet à Jaja Daya Nakamura. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Emmanuel Dubarry. Bonjour Emmanuel Isaac. Vous êtes manager chez Backbone Consulting, institut de sondage. Avant de revenir sur le sondage que vous avez produit avec Odoxa pour le Figaro sur la dissolution, vous êtes chez Backbone Consulting des spécialistes de l'analyse des opinions, des débats sur les réseaux sociaux. Je voulais donc voir avec vous quels ont été les sujets qui ont été débattus tout au long de ce long week-end de 3 jours. Long week-end, long sujet, mais comme vous l'avez sûrement vu, c'est le sujet Rima Hassan, la flottille de la liberté, qui a le plus fait réagir sur les réseaux sociaux ce week-end. C'était le sujet politique même du week-end, parce qu'il y a même eu des manifestations en soutien à la flottille hier, place de la République. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le sujet est mondial. Oui. Parce qu'on a Greta Thunberg qui était dans l'équipage. Du coup, il y a beaucoup d'internautes américains, anglais, allemands, de tous pays confondus qui ont réagi sur le sujet. Oui, je vais rappeler, ce sont 12 militants qui étaient sur ce bateau pour aller du côté de Gaza, un bateau qui a été arraisonné lundi hier. Donc effectivement, des personnalités de tout du monde entier. Ouais, du monde entier, assez éclectique. Et du coup, on a quand même plus de 3 millions, entre 3 et 5 millions de contenus sur les réseaux sociaux ce week-end à ce sujet précisément. Mmh. En France, on est à peu près à 1,2 million, donc c'est quand même énorme, c'est un vrai sujet. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui n'intéresse que les politiques et les militants. En l'occurrence, les militants de gauche et les politiques de gauche, principalement même de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, qui n'ont fait que parler de ça tout le week-end, qui se sont énervés de l'apathie générale sur le sujet. Donc c'est quand même intéressant de voir que ce sujet qui génère des volumes importants, en fait, intéresse assez peu les Français. Et la figure de proue, en l'occurrence, c'était Rima Hassan, l'eurodéputée franco-palestinienne. Absolument. Comment elle est arrivée très récemment dans le paysage politique, quelle perception à l'opinion publique? Est-ce qu'elle est vraiment connue ou elle n'est connue que des LFistes? Alors, elle est vraiment connue parce qu'elle était candidate aux élections européennes. Oui. Du coup, elle a été élue députée européenne. Donc, elle a quand même une vraie plateforme pour s'exprimer et elle a un espace médiatique dont elle profite. Elle ne s'en prive pas, oui, on a pu le voir encore ce week-end. Et par ailleurs, c'est la synthèse un peu de toute la doctrine politique des LFI, c'est-à-dire des actions coup de poing, assez peu de nuances et surtout beaucoup de coups de communication. Donc là, à ce titre-là, elle énerve un peu les Français. En tout cas, elle énerve un peu les gens qui ne sont pas des sympathisants LFI ou du Nouveau Front Populaire, parce qu'on a l'impression qu'elle fait un peu que des coups de com' et que derrière, quand on creuse, il n'y a pas grand-chose en termes politiques. Alors, passons aux enseignements du sondage que vous avez réalisé avec Odoxa pour le Figaro. 1 an après la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République. Quels sont les enseignements de ce sondage? Les Français n'y voient pas beaucoup de points positifs, voire aucun point positif. Assez peu, voire aucun, vous avez tout à fait raison. La dissolution génère plutôt des émotions négatives. 66% des Français pensent que c'était une erreur. Et c'est là où c'est intéressant, c'est parce que plus on a de recul sur cette dissolution, plus les gens y sont opposés. Donc quand on faisait des sondages avant qu'elle soit prononcée, donc le 6 juin 2024, donc 3 jours avant qu'Emmanuel Macron prenne la parole à la télé pour l'annoncer, 72% des Français étaient pour la dissolution et voulaient une dissolution. De le rappeler. Donc c'est intéressant de voir que
les Français la voulaient, elle a eu lieu, et finalement, ils trouvent que c'est une erreur. Donc il y a un peu deux dynamiques. Il y a un côté, finalement, les résultats des dissolutions ne nous plaisent pas, du coup on est contre. Et aussi les conséquences directes de la dissolution, une forme d'impuissance politique, il ne se passe pas grand-chose, l'Assemblée est bloquée, le président est bloqué, et du coup les gens, ils voient quand même quelque chose de négatif. Les seuls sympathisants qui y voient quelque chose de positif et qui pensent que c'était une bonne décision sont les sympathisants LFI, parce que ça a clairement remis leur parti au cœur du jeu et au cœur des débats parlementaires, alors qu'ils avaient tendance à se laisser un peu corneriser par les autres partis de gauche. Ils ont repris la main et la poignée ferme sur toute la gauche en France, et donc pour eux, 51% d'entre eux pensent que c'est une bonne décision. Vous disiez que les Français ont été clairement déçus et qu'ils attendaient cette dissolution. Qu'est-ce qui les déçoit en premier lieu, vous diriez ? En premier lieu, c'est que c'est une décision qui a été mauvaise pour la France. Et c'est le premier item qui ressort quand on leur pose la question. Et là où ça devient intéressant, c'est que quand on regarde après parti par parti, et surtout classe d'âge par classe d'âge, 77% des retraités pensent que c'est une mauvaise décision qui a eu des conséquences négatives pour la France. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron. Je rappelle que 40% des retraités ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022. Donc il y a une vraie fracture sur la dissolution entre Emmanuel Macron et son cœur d'électorat. Et donc c'est la première fois, quand même, depuis qu'il est président, qu'on voit une telle perception entre les deux. Donc c'est assez intéressant. C'est mauvais pour le pays parce que ça aboutit finalement à de l'immobilisme à l'Assemblée, c'est ça total, le premier reproche. À l'Assemblée, bien sûr. Immobilisme à l'Assemblée, mais aussi immobilisme au gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ensuite institution par institution entre le gouvernement, le président ou l'Assemblée, pour qui ça a été le plus négatif, eh bien c'est avant tout pour le président et pour le gouvernement, parce qu'effectivement ils sont bloqués, ils ne peuvent pas agir. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée, les ministres du gouvernement ne font pas des projets de loi qu'ils proposent à l'Assemblée, mais passent par des députés pour faire des propositions de loi, pour avoir plus de soutien auprès des députés. Donc ça montre bien que l'Assemblée nationale est devenue le cœur du réacteur, mais c'est une puissance qui est stérile, parce qu'il ne se passe quand même pas grand-chose à l'Assemblée. Les projets de loi structurants ne sont pas votés, ou les propositions structurantes ne sont pas votées, et les grands débats qui avaient cours avant la dissolution ont toujours cours, c'est-à-dire les retraites, l'endettement, les déficits. Alors, une dissolution qui a abîmé l'image du président, du gouvernement, quid du Premier ministre actuel, François Bayrou, alors ? Alors justement, on l'a vu dans le baromètre d'images que vous publiez dans vos colonnes Figaro Magazine avec Verian, où il remonte un petit peu en ce moment, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que cet immobilisme politique et le fait que les Français ne veuillent pas dissoudre à nouveau l'Assemblée, c'est le meilleur filet de sécurité pour François Bayrou, parce que sans dissolution, il y a peu de chances qu'Emmanuel Macron nomme un nouveau Premier ministre, parce que même Assemblée, même cause, même conséquence. Donc si Bayrou venait à quitter son poste, son remplaçant ou sa remplaçante serait lui aussi empêché. Donc dans les faits, son image à lui, elle est écorné parce que les gens ne lui font pas confiance, parce qu'il est taxé d'immobilisme. Néanmoins, cette absence de volonté de dissolution est sa meilleure sécurité. Un Premier ministre qui avait dit qu'il allait se déplacer une fois par mois de mémoire, mais qu'on voit très peu, et néanmoins... Il remonte le 4 points. On voit très peu. Alors, il était en déplacement à Montpellier, juste pour vous faire mentir, vendredi, je crois. Mais effectivement, on le voit peu. Il avait vendu l'image d'un homme de terroir, élu de terrain, maire de Pau. On se souvient même que la semaine de sa nomination, il avait fait un aller-retour à Pau pour assister au conseil municipal en tant que maire de la ville. Et effectivement, on ne le voit pas et les Français le lui reprochent. Mais néanmoins, se déplacer, c'est bien, mais encore faut-il avoir quelque chose à dire et à montrer. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui du gouvernement. C'est que se déplacer pour se déplacer, ça n'a finalement assez peu d'impact. Et le RN, comment il ressort de cet épisode de dissolution Eh bien, c'est le seul parti pour qui les Français pensent que la dissolution les a renforcés. On parlait de LFI, mais c'était les sympathisants LFI, donc pas l'ensemble des Français. Quand on prend l'ensemble des Français, ils ont l'impression que la dissolution a affaibli tous les partis, sauf le RN. Et c'est logique, le RN est passé à plus de 90 députés. Ils ont un rôle central aujourd'hui. C'est eux qui ont signé l'arrêt de mort du gouvernement Barnier en votant la censure sur le budget Barnier il y a 8 mois maintenant. Donc là-dessus, les 77% des sympathisants RN sont convaincus que ça les a renforcés. Et alors ce qui est intéressant, c'est que chez LR, en revanche, l'impression est que le parti n'a pas été renforcé par la dissolution.
alors même qu'ils ont aujourd'hui des ministres, ils pèsent sur la ligne gouvernementale, ils pèsent sur les orientations du pays, en tout cas en matière de justice et de sécurité et d'intérieur. Et pour autant, les Français ont l'impression que le parti n'est pas sorti renforcé. Alors, là, je pense que c'est un peu ambivalent parce que, objectivement, LR n'a jamais été aussi fort depuis l'élection d'Emmanuel Macron qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça, ce sont des faits, mais la perception n'est pas encore passée. Donc on verra comment Bruno Retailleau et Gérald Darmanin arrivent à transformer cette impression et à la tourner positivement. Mais dans les faits, je pense que ça tient aussi du peu d'actions structurantes du gouvernement, où on a l'impression qu'on est un peu dans l'incantation et qu'il ne se passe pas grand-chose de concret. Sans doute, oui, l'immobilisme dont on parlait, et sans doute avec une date que tout le monde a en tête, 2027, on va y revenir. Je voulais revenir vite, assez rapidement sur Emmanuel Macron, puisqu'aujourd'hui, depuis hier, s'est ouvert le sommet sur la gouvernance des océans. Ce soir, il y a une grande émission sur France 2 où il y a le président. La dernière fois, il y a eu beaucoup, il parlait sur TF1, il y a eu beaucoup d'attentes, parce qu'il y avait beaucoup d'audience, mais beaucoup de déceptions. C'est le moyen, là, pour Emmanuel Macron de se remettre un peu au centre du jeu, de parler aussi aux Français, avec néanmoins des sujets importants, intéressants, mais qui ne sont pas le quotidien des Français. Non, absolument. Et c'est là la difficulté de sa stratégie. On le voit depuis la dissolution, il a repris les commandes de toute la partie relations internationales, grands sommets, négociations pour la paix, etc. Donc il a pris beaucoup de hauteur. Pour l'instant, pour les résultats assez marginaux, on va dire, et c'est normal, on ne lui demande pas de résoudre le conflit russo-ukrainien aussi facilement que ça, mais il s'active beaucoup, il bouge, mais il n'a plus aucune prise sur ce qui se passe concrètement dans la vie des Français parce qu'il n'a pas de prise sur le gouvernement. Et François Bayrou l'avait un peu dit, qu'il voulait les mains libres pour commander, et il les a. Et du coup, Emmanuel Macron n'a que peu de réponses à apporter aux Français sur leurs préoccupations principales que sont l'immigration, l'environnement, le pouvoir d'achat, les difficultés économiques, effectivement. La sécurité, on a vu ce matin une surveillante d'un collège en Haute-Marne a été assassiné, agressé mortellement par un collégien. On y reviendra tout au long de cette journée sur le Figaro. 2027 est clairement dans toutes les têtes, là, Emmanuel Dubarry. Dans toutes les têtes, les politiques ne pensent qu'à cela. L'élection de Bruno Retailleau à la tête des LR a aussi opérer une forme de clarification à droite potentiellement, parce que Laurent Wauquiez est du coup un peu hors jeu, alors que dans les sondages avant l'élection de Bruno Retailleau étaient testés Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez et d'autres cadres à droite comme Michel Barnier. Il a pris le leadership à droite et du coup la question se pose un peu moins pour le moment sur qui serait candidat des LR, mais effectivement vous avez raison, c'est le grand sujet et c'est au cœur de toutes les discussions, parce qu'on a vu le congrès du PS il y a 2 semaines où la principale question était pour ou contre l'alliance avec LFI au premier tour de la présidentielle. Donc c'est dans les têtes de tout le monde, ça travaille, les sondeurs y travaillent et les sondages sortent de plus en plus régulièrement maintenant, donc probablement une montée en puissance avant l'élection. Avant de passer un petit peu en revue les uns les autres, j'avais envie de vous demander, Emmanuel Dubarry, au moment où on se parle, quel ton, en 2027, devront adopter les hommes et femmes politiques pour parler aux Français ? Eh ben, c'est une très bonne question. Ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que tous les chefs de parti ou les candidats putatifs affichent un discours d'une fermeté extrême. Quand on parle d'Édouard Philippe qui explique qu'il est en colère, le titre de son livre, c'est quand même Le prix de nos mensonges, donc ça montre bien une rhétorique très combattante, combative et très engagée. Pareil pour Gabriel Attal, avec son tu casses, tu payes. Donc il y a un peu une radicalisation du discours, mais cette radicalisation doit aussi résister à l'épreuve des faits et du réel. Et c'est ce qu'on lit beaucoup aux yeux d'Édouard Philippe sur les réseaux sociaux, notamment sur le prix de nos mensonges. Les gens les connaissent, ils connaissent l'endettement de la France, notamment quand il était responsable et Premier ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc il y a quand même un sujet entre la fermeté affichée, la sincérité des convictions et les résultats. Et pour tous ceux qui ont été au pouvoir avant l'élection, ça va être un gros sujet, et je pense notamment à Édouard Philippe et Gabriel Attal en premier lieu, parce qu'ils ont été Premiers ministres. Ils ont été Premiers ministres, donc il y a un passif. Vous diriez que ça va être la prime à la sincérité que les Français attendent des hommes et des femmes politiques, de la sincérité, de dire les choses telles qu'elles sont, ça ce sera important ? En fait, je pense qu'il y a dire les choses telles qu'elles sont,
2, proposer les mesures pour y remédier, et 3, les mettre en œuvre. Et effectivement, la sincérité, je pense que c'est un enjeu clé en ce moment pour les politiques, et on le voit bien parce que les initiatives de communication se démultiplient. On a vu Ambition intime avec Karine Le Marchand chez vos confrères d'M6, où on met à nu les candidats à l'élection présidentielle, où là c'était Jordan Bardella, Sandrine Rousseau, on leur pose des questions extrêmement personnelles, ils essayent de révéler un peu ce qui se passe derrière le masque public, et à ce petit jeu, Bruno Retailleau a une longueur d'avance sur ses concurrents, parce que quand on regarde les sondages justement sur la sincérité, et j'ai creusé le sujet, 47% des Français considèrent que l'adjectif sincère s'applique bien à Bruno Retailleau. Quand on compare à d'autres politiques, pour François Bayrou, c'est 24%, pour Michel Barnier, c'est 37%. Donc il y a un vrai écart là-dessus entre Bruno Retailleau et d'autres candidats. Gabriel Attal, par exemple, est à 3 ou 4 points de moins que lui. Donc il y a un vrai sujet où Bruno Retailleau inspire une forme de sincérité, et quand on regarde les réseaux sociaux, même les militants de gauche qui ne l'apprécient pas et qui sont farouchement opposés à tout ce qu'il peut proposer, lui reconnaissent une forme de droiture, de constance et d'alignement en fait entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Donc critiquable sur le fond pour les militants de gauche, par exemple, les sympathisants de gauche, mais respectable sur la forme parce qu'au moins il y a une forme de cohérence. Alors justement, vous parlez de Bruno Retailleau, qui est relativement nouveau dans le paysage politique en termes d'opinion publique, puisque c'est un homme politique qui est là depuis longtemps. Il va falloir quand même qu'il élargisse un petit peu son champ. Absolument, c'est tout. Alors déjà aujourd'hui, le vrai sujet pour lui, c'est qui sera candidat face à lui. Si jamais, imaginons qu'il soit candidat à la présidentielle 2027, qui serait le candidat du bloc central entre Édouard Philippe et Gabriel Attal? Parce que quand on regarde les sondages aujourd'hui, ça a déjà une énorme différence sur le score que ferait Bruno Retailleau. Quand c'est Gabriel Attal, et encore une fois, il faut le prendre avec des pincettes, on est 2 ans avant l'élection, on ne sait pas encore qui sera candidat, donc ça donne juste une photographie à un instant T des rapports de force politiques. Et quand Gabriel Attal est candidat pour le bloc central, Bruno Retailleau est à 17%, donc aux portes du second tour. Et même, il est au second tour de la présidentielle parce que Jean-Luc Mélenchon est autour de 15%, même si on sait très bien sa dynamique de campagne fait que la gauche finit par se rassembler, on l'a vu en 2022. Et quand c'est Édouard Philippe, il est uniquement à 13%. Et en dessous d'Édouard Philippe. Donc là, il ne représente plus qu'une force d'appoint pour le gagnant. Donc il y a un vrai sujet pour lui de qui sera candidat face à lui. Et ensuite, comment élargir son socle. Son socle de base et son cœur de cible, c'est clairement la droite qu'on appelle Trocadéro, donc les soutiens de François Fillon au premier tour. Ça représente quand même 7 millions de voix, donc c'est pas rien. Mais l'ambivalence pour lui est que quand on regarde les gens qui ont voté pour François Fillon au premier tour en 2017, 39% d'entre eux ont voté pour Emmanuel Macron en 2022. Donc on pourrait se dire que son socle à élargir est plutôt au centre, sauf que lui est beaucoup plus identifié sur des thématiques proches du Rassemblement national que sont l'immigration, la sécurité, la maîtrise des frontières et l'insécurité. Donc, il pourrait grappiller au RN des voix où il a une image trop bourgeoise, entre guillemets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le RN l'a identifié comme un danger parce que les cadres de Marine du parti tapent à bras raccourcis sur Bruno Retailleau dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il propose une mesure. Donc on a bien conscience du danger au RN qu'il représente parce que son discours parle peut-être aux 10% déjà d'électeurs de François Fillon qui ont voté pour Marine Le Pen en 2022. Donc il y a déjà ces 10%-là à ramener à la maison pour Bruno Retailleau. Mais effectivement, il pourrait tout à fait grappiller au RN parce que même s'il a un profil bourgeois, le socle électoral du RN s'est considérablement élargi. On rappelle que Jordan Bardella fait plus de 30% aux européennes et que le RN fait plus de 30% aux législatives. Donc mécaniquement, on a aujourd'hui des retraités qui votent pour le RN, ce qui est une nouveauté. On a de plus en plus de femmes qui votent pour eux, ce qui est une nouveauté aussi. Donc il y a évidemment il y a des jeunes de plus en plus, surtout pour Jordan Bardella, donc il y a évidemment des électeurs à aller grappiller au RN pour Bruno Retailleau. Alors un RN qui est effectivement dans l'attente de la décision judiciaire concernant Marine Le Pen. Et qui génère une forte incertitude, même si dans les sondages, quand on teste Jordan Bardella ou Marine Le Pen, c'est l'épaisseur d'un papier à cigarette, ils sont entre 30 et 31% l'un ou l'autre, donc vraiment ils sont au même score. Néanmoins, on voit un peu un fléchissement ces 2 derniers mois au mois de mai, sur Jordan Bardella, dans les baromètres d'image où il descend un peu. Donc c'est un sujet à surveiller de près parce que ça va avoir des conséquences importantes sur l'affiche de 2027. Merci Emmanuel Dubarry. Je rappelle qu'on peut retrouver tous les éléments de votre
notre sondage réalisé avec Odoxa pour Le Figaro. Merci d'avoir été avec nous. On va passer au sujet du sommet sur les océans. Il s'est ouvert hier. 56 chefs d'État et de gouvernement sont rassemblés à Nice pour ce fameux sommet. Emmanuel Macron a ouvert le sommet par un discours. Je vous propose d'écouter un extrait et puis on se retrouve ensuite avec mon invité. Il est océanologue. Et je le dis ici avec force, les abysses ne sont pas à vendre. Et pas plus que le Groenland n'est à prendre. Pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre. Pas plus que les licences de pêche des pays en développement ne sont à donner. Pas plus que les données scientifiques ou la sécurité des populations littorales ne sont à sacrifier. Nous parlons d'un bien commun. Nous parlons d'une œuvre qui nous engage tous. Alors allons-y. Bonjour Jean-Baptiste de Panafieux, vous êtes océanologue. Vous avez coécrit La fabuleuse histoire de l'océan, c'était aux éditions Duno. Vous avez coécrit avec Pierre Royer. Depuis hier, se déroule à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, un sommet co-organisé par la France et le Costa Rica, un événement qui rassemble de nombreux États et des ONG. L'objectif du sommet, le premier des objectifs de ce sommet, c'est lequel, Jean-Baptiste de Panafieux ? C'est d'arriver à une gouvernance collective des océans, de l'exploitation des océans et de sa protection. Et de sa protection. Alors, parce que oui, plusieurs sujets, la pêche, la pollution marine aussi. Je crois qu'on va parler d'acidification des océans. L'acidification des océans, de quoi s'agit-il ? Bien, avec le gaz CO2 qu'il y a dans l'air, est dissous dans l'eau des océans, et là il se décompose d'une certaine façon et forme un acide faible, mais plus il y a de CO2 dans l'air au-dessus des océans, plus il y en a dans l'eau, et plus cet acide s'accumule. Et avec quelles conséquences ? L'eau de mer devient légèrement plus acide, c'est très très peu, c'est pas comme du jus de citron, mais ça suffit pour que la croissance, le développement de certains animaux à coquilles calcaires soit perturbé. Et donc pour le plancton, pour les coraux aussi, qui ont un squelette calcaire, il y a un gros danger de ne pas réussir à se développer correctement si l'acidité augmente. Alors, l'océan attire de nombreuses convoitises, et ça va être effectivement le sujet de ce sommet, parce qu'il regorge de minerais. On a une idée précise des volumes, de ces volumes de minerais qui sont au fond des océans, ou pas du tout ? Oui, il y a eu des estimations, je n'ai pas en tête les chiffres, mais ça se chiffre en dizaines de millions de tonnes, ou centaines de millions de tonnes, c'est énorme. Ce sont des quantités énormes. Ça veut dire que la cartographie sous-marine, quelle est la connaissance précise qu'on a à l'heure actuelle, justement, des fonds sous-marins, de cette cartographie des fonds marins ? Alors, on a une certaine connaissance, en ce sens que des gens sont intéressés par ces ressources minières depuis plus de 50 ans. En fait, c'est connu depuis bien plus longtemps encore, mais il y a une prospection depuis plusieurs décennies pour essayer de trouver quelles sont les zones les plus riches, celles qui éventuellement pourraient être exploitées. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux de cartographie sur la répartition de ces minerais, qui se présentent de façon assez diverse. Mais cette cartographie, elle est menée par les Américains en particulier, par exemple, où il y a une entité internationale, puisque c'est un bien commun, l'océan, qui mène notamment cette cartographie. Alors, la cartographie, elle a été menée par des États. La France a fait de gros travaux de cartographie à partir des années 70 dans ces zones, et même dans les zones internationales. Et puis, les compagnies minières font un travail de prospection. Pas d'exploitation pour l'instant, mais de prospection depuis très longtemps. Parce qu'effectivement, ça s'appelle, ce qu'on trouve au fond de l'océan, ce sont des nodules, c'est ça, métalliques. Alors expliquez-nous. Alors on appelle ça les nodules polymétalliques, qui sont des espèces de... C'est des cailloux en forme de patates. En forme de patates. C'est des champs de patates au fond de l'océan. Un peu comme des champs de patates. C'est-à-dire que ça a entre 10 et 20 cm, souvent entre 5 et 10 cm de diamètre, un peu allongé. Ce sont un peu comme des cailloux, mais très métalliques. Donc très riches en manganèse, en cobalt, en nickel, en fer.
Donc ça, c'est un grand intérêt pour une des grandes préoccupations de ce monde, c'est la transition énergétique. On est d'accord, Jean-Baptiste de Palafieux? Alors oui, il y a un appétit pour ces minéraux que sont le cobalt et le nickel, et un certain nombre de compagnies pensent que ce pourrait être une ressource intéressante pour remplacer des mines qui commencent à se tarir. Oui. La récolte, entre guillemets, des fameuses patates métalliques n'a pas commencé encore, ou ça a déjà eu lieu? Non, il n'y a aucune exploitation pour l'instant. Pour l'instant. Il y a des compagnies qui ont déposé des demandes. Oui. Les États-Unis ont décidé de façon complètement unilatérale que l'exploitation était ouverte. C'est extrêmement récent. C'est le 25 avril, Donald Trump a signé un décret, c'est ça, pour émettre des permis d'exploitation commerciale des fonds marins. Quel est, votre regard d'océanologue sur la récolte de ces fonds marins? Il y a ces ressources importantes. Il faut se lancer, il faut encadrer. Quel est votre regard, votre point de vue? Il y a une organisation internationale dont ne font pas partie les États-Unis, mais qui regroupe un grand nombre de pays, dont la France, et qui sont, pour la plupart d'entre eux, soit pour un moratoire, soit pour une interdiction d'exploitation de ces champs de nodules polymétalliques. Alors pour plusieurs raisons. Il y a une raison économique qui est qu'il n'est pas certain que ce soit rentable. C'est extrêmement compliqué d'aller chercher ces... c'est trop profond, c'est ça la première des difficultés? 4000 et 6000 mètres de profondeur. Donc il faut des tuyaux, il faut d'énormes bateaux, il faut des tuyaux qui descendent jusqu'au fond de l'eau, des espèces d'aspirateurs qui vont aspirer ces cailloux, qui sont quand même relativement lourds. Alors ils sont posés sur un fond de vase. Ce sont des environnements qui sont très mal connus. Ça a été prospecté, on a des photos de ces champs. Mais globalement, les grands fonds marins sont extrêmement mal connus. Il y a une faune qui est elle aussi très mal connue, qui vit sur ces nodules, et l'exploitation de ces zones serait catastrophique pour l'environnement. Ça, c'est absolument certain. Toutes les études le montrent, parce que ça perturberait et les fonds, et la faune, et la flore, c'est ça? Alors la flore, il n'y en a pas, parce que c'est dans l'obscurité totale. La faune, il y en a un peu, c'est pas très riche, mais il y a une diversité qui est extrêmement mal connue. Il y a des quantités d'espèces qu'on n'a jamais observées, qui n'ont jamais été découvertes, qui sont potentiellement intéressantes, même pour nous, même pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'il y a plein d'animaux marins qui contiennent des substances qui sont utilisées pour produire des médicaments. On en a trouvé un certain nombre qui ont donné des médicaments qui sont aujourd'hui utilisés contre le cancer, contre le virus du sida, etc. On n'en sait rien. Donc c'est très très mal connu. C'est au nom de la recherche et des connaissances, il faut mieux préserver ces environnements, c'est ça? Alors ce sont des environnements qui sont extrêmement lents. C'est-à-dire que la vie se déroule à une autre échelle que celle qu'on connaît à l'air libre. Il fait extrêmement froid, c'est dans l'obscurité totale. On sait que les espèces vivent longtemps, mais se développent très très lentement. Il y a des choses qui viennent d'être découvertes. Par exemple, on s'est rendu compte qu'apparemment, les nodules produisent de l'oxygène. Ce qui est absolument stupéfiant. Peut-être par électrolyse de l'eau, on ne sait pas. C'est en tout cas pas par des plantes comme à l'air libre. C'est quelque chose d'étonnant. Ça vient d'être découvert. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur ces zones. Et on voudrait les détruire de façon irrémédiable. Avant d'en faire une cartographie et en prendre réellement toute la connaissance. Avant de les connaître. Parce qu'il faut, en préparant cette interview, j'ai réalisé surtout qu'on connaissait mieux la Lune que les fonds marins, c'est ça? C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est juste. Je ne sais pas si c'est juste, c'est une façon de raconter les choses. On dit aussi qu'on connaît à peu près 5% des fonds marins. Ça donne la mesure de notre ignorance sur l'océan profond. Un Donald Trump, on l'évoquait, donc qui a signé un décret pour émettre des permis d'exploitation commerciale des fonds marins. Les États-Unis sont absents de ce sommet. Ça risque de peser sur...
C'est fort possible qu'il y ait une compagnie minière canadienne qui est très intéressée, qui a obtenu cette autorisation. Donald Trump a demandé à ses services d'accélérer les procédures de délivrance de permis. On ne sait pas très bien ce que ça représente sur le plan international. Les gens de l'autorité internationale des fonds marins disent que c'est complètement illégal. Oui. Mais eux, ils ont le droit, c'est un peu le gendarme, l'AIFM, ils ont le droit d'intervenir si jamais ça se met en place, puisqu'il a donné l'autorisation de... Personne ne sait comment intervenir si des compagnies interviennent. Personne ne sait comment faire pour les en empêcher. Je veux dire, il n'est pas question d'envoyer des porte-avions. Je veux dire, un gendarme, c'est un gendarme sans armes pour l'instant. Est-ce que la Chine, elle, a pas mal de côtes, je crois de mémoire 14 500 km de côtes. Comment elle se positionne sur ce sujet Alors ça, je ne connais pas bien la position de la Chine dans le domaine, mais je suis certain qu'elle est très intéressée aussi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pêche, c'est ça, du côté de la Chine. Oui, il y a beaucoup. Ce sont des zones de pêche importantes, mais ça, c'est un autre sujet. Les grands fonds marins, c'est pas des zones de pêche envisageables. Donc c'est pas pour la pêche que il y a pas de contradiction entre la pêche et. Mais la Chine, néanmoins, est très, intéressée aussi par les minerais, l'exploitation. La transition énergétique, ça fait partie de ces sujets. Qui est en pointe sur le sujet en Europe? Je crois que c'est la Norvège. La Norvège souhaite, a décidé d'arrêter, faire un moratoire d'1 an pour l'instant. Mais la Norvège est effectivement très intéressée. Des compagnies norvégiennes. Et il y a des compagnies canadiennes, écossaises, etc. C'est... Et la France, comment ça se passe pour la France, qui a, elle, un énorme domaine maritime, puisqu'on est le deuxième plus grand domaine maritime. Est-ce que, donc, dans son domaine maritime, elle a ces fameuses réserves de minerais, c'est cartographié dans notre domaine à nous, ou pas du tout? Alors, dans le domaine de la France, ça a été cartographié. C'est pas les zones les plus intéressantes ou les plus faciles à exploiter. Donc la France a aussi cartographié des zones, la fameuse zone de Clarion Clipperton, qui est celle qui est visée par la... C'est au milieu du Pacifique. C'est entre Hawaï et le Mexique, en plein milieu du Pacifique. Et qui semble être la zone la plus intéressante pour l'instant d'un point de vue de l'exploitation. Mais la position de la France dans ce domaine-là est très claire, d'interdiction complète de toute exploitation de ces champs de nodules. Qu'est-ce que vous attendez, Jean-Baptiste de Panafieux, de ce sommet? Qu'est-ce que vous attendez de précis? On attend toujours... Qu'est-ce que vous allez guetter? On a déjà eu quelques annonces concernant les aires marines protégées. Ça, c'est un autre domaine, mais qui est très sensible en France, parce qu'il y a eu une annonce du président Macron là-dessus, d'augmentation de la surface des zones marines protégées. Le problème, c'est que c'est pas très clair que ça soit des zones vraiment importantes à protéger. Il y a de toute façon pas assez de zones protégées en France. Ça, c'est quelque chose qui est absolument évident. On sait que les zones marines protégées ont un effet très rapide et très fort sur, y compris la pêche dans les zones aux alentours. C'est-à-dire qu'elles servent de réservoir de développement de la faune marine qui ensuite va essaimer dans toutes les zones aux alentours. Comme une sorte de grand laboratoire, en fait. Un peu. Comme une sorte de nurserie, de couveuse pour la vie marine. Toutes les études montrent que partout dans le monde, là où il y a eu des aires marines protégées, y compris dans des zones de pêche, donc empêchant une partie de la pêche dans certaines zones, la pêche a augmenté ailleurs, autour. Donc c'est un cercle vertueux, c'est un cercle vertueux.
Et c'est pour ça que c'est très dommage qu'il n'y ait pas une volonté plus forte de protéger des zones marines, sous-marines, mais de les protéger réellement. Et protéger réellement, ça signifie quoi? Ça veut dire, ça veut dire d'interdire le chalutage, par exemple, ou d'interdire la pêche en général. Il y a des zones qui s'appellent zones protégées en France, mais où tout est permis. On ne sait vraiment pas ce qui est interdit. Donc ça sert à... Donc c'est des grandes phrases, mais pas suivies des faits, en fait. Voilà. C'est ça? Voilà. C'est ça. Le président de la République va être au cœur d'une émission sur ce sujet ce soir sur France 2. Vous attendez, vous, des annonces ou quelque chose du président de la République sur le sujet ou... Sur cette question-là, il a déjà donné son point de vue. On est un peu déçus, ça c'est sûr, voire très déçus. Il y a d'autres points. Alors, sur la question des nodules, ça c'est important aussi, la protection des grands fonds marins. On attend une réaffirmation de la position de la France. Oui. Ensuite, ce sont des choses plus générales, à plus long terme. Vous parliez d'acidification tout à l'heure. Ça, c'est lié à la quantité de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Donc, c'est lié à la transition énergétique en cours. Oui. Merci Jean-Baptiste de Panafieux d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre que vous co-signez avec Pierre Royer, La fabuleuse histoire de l'océan. C'est aux éditions Duno. Et puis le sommet a lieu, se conclut je crois le 13 de mémoire. C'est ça. Donc c'est à suivre tout au long de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On passe à un tout autre sujet en musique. Le tube, c'est le Graal que cherchent tous les chanteurs et compositeurs. Bob Sinclair en a quelques-uns à son actif. Il se confie à ce sujet à Thibaut Gauthier dans l'émission du Figaro TV, Figaro la nuit. Je vous propose de l'écouter. On se retrouve après avec Florent Baraco qui consacre son dernier livre à l'histoire des 50 grands tubes français. Le tube, c'est un verre. Tu vois ce que je veux dire? Le tube, c'est un verre dans ton cerveau. C'est en fait, quand t'as jamais fait de tube, tu dis « Ah, ce serait cool qu'un jour je fasse un tube. Ouais. » Le jour que tu l'as fait, là, tu comprends le poison que ça devient pour ton cerveau. Parce que quand tu fais un tube, t'es sur un petit tapis volant, comme ça, tu dis tout le monde « Oh, t'es un génie, c'est incroyable, comment tu fais ?» Alors, t'as pas changé du jour au lendemain. Et donc, c'est là où il faut être intelligent, de se dire « Ouais, non, mais calme-toi, ça va, je faisais la même musique hier, celle-là a touché les gens, tant mieux. » Mais ceux qui s'enflamment, ils s'enflamment. Donc ils disent « Oh, j'ai fait un tube, la sensation, elle est incroyable. Donc il faut que j'en fasse un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. » Bon, j'ai eu de la chance d'en avoir. Au début, c'est ce qu'on cherche. Et est-ce qu'on se dit « Tiens, j'ai la recette ?» À un moment, il y a quand même « Ah, je sais ce qui va marcher » ou non? C'est ce que tu penses. Oui. Quand tu fais le tube, c'est ce que tu penses. Si ça y est, tu l'as pas. Non. Non, tu l'as pas, tu l'as jamais. C'est un accident, le tube. Tu peux pas calculer. Si ça se calculait, ça se saurait. Bonjour Florent Baraco. Bonjour. Vous avez deux passions, Florent Baraco. Le journalisme politique, vous êtes actuellement rédacteur en chef à Paris Match, et puis la chanson française. Néanmoins, il faut ajouter une troisième passion, puisque Michel Sardou est en soi une de vos passions. C'est une religion même. C'est une religion, c'est votre religion. Vous lui avez consacré un livre l'année dernière. Vous revenez aujourd'hui avec votre dernier ouvrage, La route du tube, histoire des plus grands succès de la chanson française. Vous revisitez 80 ans d'histoire musicale via 50 chansons, 50. C'est un clin d'œil au fameux top 50 de Marc Toesca sur Canal+. Évidemment, c'est le top 50 des tubes iconiques, légendaires qui ont traversé les générations. Alors, qu'est-ce que c'est un tube? C'est une chanson qui cartonne en premier lieu? Alors c'est une chanson, oui, qui cartonne, mais qui cartonne sur le temps. Parce qu'une chanson qui cartonne, c'est un succès qui dure le temps d'un été, d'une saison, d'une année. Mais le tube, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et dans le reportage, on l'entendait, c'est un accident. Et c'est quelque chose qui va finalement se transmettre de génération en génération, et le tube, il va être... les gens qui ne l'ont pas connu, qui n'étaient pas nés quand le tube est sorti, vont se l'approprier parce qu'il va y avoir un souvenir d'enfance, un souvenir de voiture, de départ en vacances, des parents, des grands-parents, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, ça devient un tube. Un tube est aussi repris dans la culture au sens large, c'est-à-dire au cinéma, à la télé, dans la publicité. Et donc ça fait finalement... le tube, c'est comme finalement un classique en littérature. C'est quelque chose qui est intemporel. Qui est intemporel. Qui est le plus gros faiseur de tubes en France? La question n'est pas facile. Ou est-ce qu'il y a des duos faiseurs de tubes là, hein? Alors ça dépend. Si vous parlez de paroliers qui
savent faire des tubes. Vous avez Pierre Delanoë, Didier Barbelivien ou Claude Lemel qui ont fait des tubes à la chaîne pour divers artistes. En termes de chanteurs, vous avez, on parlait de Michel Sardou, vous avez Johnny, avec finalement des interprètes qui sont capables de se renouveler, qui changent de genre, c'est-à-dire que le Johnny des années 60, c'est pas celui des années 70, des années 80, qui capte l'air du temps. Michel Sardou, lui, est plus particulier parce qu'il fait des tubes, mais toujours quasiment avec la même équipe, donc avec Pierre Delanoë et avec Jacques Revaux. Et en fait, il va embrasser près de 4 décennies avec des chansons iconiques. La plus grande, c'est bien sûr Les Lacs du Connemara, qui est une chanson qui sort au début des années 80 et qui aujourd'hui, alors elle était vendue à 1 million d'exemplaires à sa sortie, mais aujourd'hui, elle est à la fois jouée dans les écoles de commerce, dans les mariages en province, et c'est pour ça que c'est un tube, c'est-à-dire qu'elle est jouée dans tous les milieux sociaux. C'est ça aussi, donc la caractéristique d'un tube, c'est réunir tous les Français, toutes les catégories sociales, c'est ça? Ah ouais, tout à fait. Dans notre pays qui est quand même assez communautarisé, divisé, l'art qui réunit tout le monde, c'est encore la chanson, et la chanson populaire. Une chanson, c'est facile à comprendre, c'est 4 minutes, c'est 5 minutes, et elle rassemble à la fois, ce que je disais tout à l'heure, les parents, les grands-parents, les enfants. Moi, j'ai connu finalement les chansons dont je parle. Je n'étais pas né quand elles sont sorties, j'ai 35 ans. Quand je parle de J'ai encore rêvé d'elle, d'Il était une fois, de Michel Fugain. C'est un tube des années 70. C'est un tube des années 70, mais c'est un tube que j'ai entendu sur la route des vacances, puisque quand on partait en vacances en voiture avec mes parents, on cherchait une radio, parce qu'à l'époque on cherchait des radios, et on écoutait toutes les chansons finalement des années 60, 70, 80. Et c'est comme ça que c'est resté. Voilà, et on chantait les refrains. Sauf qu'aujourd'hui, Florent Baraco, l'écoute de la musique a énormément changé. Donc, comment se transmettre, comment on peut transmettre et partager? Il y a Spotify, il y a les écouteurs. Chacun finalement est dans son couloir quand même. C'est un vrai défi, surtout pour les tubes du futur. Aujourd'hui, le dernier grand tube un peu contemporain, je dirais que c'est Stromae avec Papa Outé. Ça date, ça date. Et Aya Nakamura avec Dja Dja. Mais en effet, pour les nouveaux artistes, ça va être très compliqué, puisque aujourd'hui, on a plus de médias mainstream et chacun va chercher ce qu'il veut écouter. Dans les années 70, finalement, la famille se retrouvait devant le poste de télévision, c'était les émissions des Carpentiers, et qu'on aime ou on n'aime pas Gilbert Bécaud, Joe Dassin, on était quand même baigné. On était obligé d'y passer. D'y passer, d'écouter. Aujourd'hui, ça va se traduire dans la transmission du tube, ce que je vous disais, dans la culture en termes généraux. Vous écoutez une pub, il y a une chanson, vous êtes accroché par la chanson dans la pub. Vous avez les séries sur Netflix. Par exemple, sur Stranger Things ou d'autres séries, il y a des tubes comme ça des années 70-80 qui ressurgissent. Et les jeunes vont taper sur Spotify, sur Apple Music pour réécouter cette chanson. Ils vont découvrir que non, elle n'est pas sortie il y a 5 ans, mais qu'elle date d'il y a 30 ans. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Pareil au cinéma. Et en fait, vous avez la grande culture au sens large qui va prendre la petite culture populaire pour la faire émerger et la rendre de plus en plus populaire. Parce que les radios aussi n'ont plus le même rôle qu'autrefois. Elles avaient une énorme influence dans la diffusion de chansons. Même une femme à qui vous rendez un peu hommage dans votre livre, Monique Lemarcy pour la citer, sur RTL. C'était une femme qui était à la programmation musicale, c'est ça, de RTL. Alors elle sentait absolument ce que voulait le public. Et donc, quand une chanson, elle adorait une chanson, elle le diffusait, elle le matraquait, et c'est elle qui faisait le succès du titre. Comme Europe 1 avec Daniel Philippaki dans Salut les copains, ce sont des gens qui avaient le sens du public, du populaire, et qui étaient donc capables d'exposer un titre et de dire voilà, ça c'est ce titre qui va marcher, je le diffuse. Et donc vous étiez diffusé sur RTL ou sur Europe 1, puis après vous faisiez Les Carpentiers ou Guy Lux, et finalement votre carrière
était lancée, la carrière de la chanson était lancée. Je crois qu'elle a lancé comme ça Daniel Balavoine, de mémoire. Oui, tout à fait. Plein de gens. Et typiquement, certaines portes étaient fermées sur la radio publique ou à la télé. Et ben elle entendait la chanson et elle décidait de le diffuser 2, 3, 4 fois par jour. Et c'est comme ça que ça décollait. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il y a de moins en moins de musique sur les radios généralistes, type RTL, Europe 1 ou Inter. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est en plus une population un peu plus âgée qui écoute la radio. Il y a un âge d'or des tubes, Florent Baraco? Alors, oui, puisque quand on a sélectionné avec l'éditeur les 50 titres, on a vu qu'il y avait une surexposition des titres qui étaient sortis entre 1973 et 1985. C'est à la fois l'essor des radios libres, de la bande FM, de la télé qui est reine avec des émissions de variété le vendredi, le samedi, le lundi, le mardi, il y en avait tout le temps, et un savoir-faire avec des Pierre Delanoë qui est capable de faire 10 tubes par an, un pour Claude François, un pour Jodassin, un pour Michel Sardou, pareil pour Didier Barbelivien. Il faut reciter plein de fois Michel Sardou. Il faut toujours reciter Michel Sardou. Mais voilà, c'est vraiment cet âge d'or parce qu'on partageait la culture populaire. Mais c'est le cas aussi sur les films. Les comédies, avec les grandes comédies de Claude Zidi, de Louis de Funès, le début de l'aventure du Splendide, c'est les émissions de télévision qui faisaient entre 10 et 15 millions de téléspectateurs, de Patrick Sabatier, de Patrick Sébastien. Vous aviez toujours un moment musical en plus dans ces émissions. Donc c'était vraiment un âge d'or. L'âge d'or des variétés, c'est un peu terminé au début des années 90 parce qu'en vrai, on frisait l'overdose. Sur TF1, il y avait 4 soirées à 20h50 d'émissions de variétés. Donc on voyait toujours les mêmes, c'était très compliqué. Et après, on a basculé dans un moment où finalement, chacun consommait sa culture. En fait, il y a une pub qui est assez marrante, on ne citera pas le nom de l'opérateur, mais qui vante finalement des forfaits Internet qui sont divisibles en 4 et donc les parents peuvent regarder leur box dans le salon, les enfants, chacun sur sa tablette, dans sa chambre. Et en fait, ça, dans les années 70, ça n'existait pas. Tout le monde se retrouvait pour le film du dimanche soir, pour l'émission des Carpentiers. Oui, devant le poste ou dans la fameuse voiture, sur la route des vacances. C'est un peu le meilleur endroit, dans la voiture, pour écouter ce genre de musique. Moi, je pense. Oui, je pense que c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit pour découvrir des chansons, pour chanter ensemble. Or, aujourd'hui, si vous prenez l'autoroute et vous regardez les autres voitures, vous voyez que tout le monde a son casque. Et donc, il n'y a en gros que le conducteur qui doit écouter la radio et les autres, sinon, écoutent leur musique dans leur casque. Et c'est un moment de communion qui manque, je trouve. Et la chanson, c'est vraiment le dernier ciment d'unité nationale pour moi. Et on l'a vu avec les Jeux Olympiques de Paris. C'est là où on retrouve le journaliste politique. Voilà. Et c'est-à-dire que la cérémonie a été très critiqué sur certains moments, certains aspects, alors justement ou assez injustement, ça chacun fait son avis, mais il y a une chose qui n'a pas été critiquée. C'est quoi? C'est la bande-son. C'est-à-dire que la bande-son, c'est 60 titres. Il y a près de 60 ou 70% de titres avant les années 90, ce qui marque quand même ce qui montre que finalement l'âge d'or de la musique, c'est vraiment avant les années 90. Et la seule polémique qui avait eu lieu avant, c'était Aya Nakamura. On se disait, oui, elle va chanter du Edith Piaf. Même moi, j'étais dans cette optique-là en disant, non, Aya Nakamura qui chante à Edith Piaf, c'est compliqué. Et finalement, il y a eu un changement, une mise en scène, une mise en abîme très drôle devant l'Académie française où elle reprend du Charles Aznavour, formidable. Tu ferais mieux de choisir ton vocabulaire pour me plaire dans la langue de Molière. Et donc finalement, ça a fait un twist qui était formidable. Et vous avez la bande-son des Jeux Olympiques avec Jodassin. Moi, j'ai fait plusieurs épreuves. Vous avez au Stade de France 80 000 personnes qui chantent Dans les yeux d'Émilie, quand même une chanson de Jodassin, Claude François, Alexandrie, Alexandra, etc., etc. Alors effectivement, vous revenez donc sur l'histoire de tous ces tubes. Vous citez Jodassin qui est devenu cette chanson Dans les yeux d'Émilie, un tube récemment, qui ne l'était pas au moment de tout à fait sa sortie. Typiquement, c'est un petit succès. L'album se vend pas très bien. Dans les yeux d'Émilie, c'est le succès de Claude Lemel et de Pierre Delanoë qui fonctionne le mieux de l'album, mais c'est pas un tube. Et finalement, dans les années 2000, il y a une reprise par le Sud-Ouest et par les enceintes sportives parce que le refrain se joue très bien en fanfare. Et donc ça va être au basket que ça va être repris, puis à la Coupe du Monde de rugby, et enfin aux Jeux Olympiques où on chantait cette chanson
dans les matchs de volley, dans les matchs de hand, au Stade de France pour l'athlétisme. Et en plus, pour la petite histoire, il y a un champion sur TF1 dans les 12 coups de midi qui est là depuis près d'1 an et demi, qui s'appelle Émilien. Et donc tous les midis, il y a Dans les yeux d'Émilie, qui est rebaptisé Dans les yeux d'Émilien. Et donc tous les jours, vous avez ce refrain. Et donc c'est un tube extraordinaire. Et si vous allez sur Spotify, Deezer, etc., la chanson la plus streamée, c'est pas L'été indien, comme on pourrait le croire, c'est Dans les yeux d'Émilie. Le grand classique à l'époque. Il y a beaucoup d'histoires. Certains chanteurs, vous évoquiez Johnny, Michel Sardou, ont plusieurs tubes à leur actif. Certains n'en ont qu'un. C'est le cas de Patrick Hernandez, avec une histoire étonnante de Born to be Alive quand même. C'est une chanson qui était un rock alternatif, puis qui s'est transformée en disco. Le chanteur ne le voulait pas parce que le disco c'était quand même bas de gamme, mais finalement il a accepté et il a fait cette chanson qui lui rapporte une fortune toutes les semaines, qui était d'ailleurs une chanson dans la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, on y revient toujours. Absolument. Et donc il a fait que ce tube, mais comme Désirless n'a fait que Voyage Voyage, comme Peter et Slow n'ont fait que Besoin de rien, envie de toi, et ça montre finalement, et c'est ce que disait Bob Sinclair, qu'il n'y a pas de recette magique pour un tube. Et il y a un moment, il y a une adéquation entre ce que vous avez créé et le public, et vous ne pouvez pas le reproduire à l'envi. Et donc, si vous une sorte de rendez-vous magique. De rendez-vous magique qui se crée, et vous avez des gens qui vont chanter cette chanson, et si vous leur resservez finalement la même recette l'année d'après, ça fonctionne pas. Parce que ça montre que c'est refait, que c'est industriel, etc. Et en fait, la chanson, c'est quand même de l'artisanat. Ça reste de l'artisanat, et sur 1000 chansons qu'a écrit Pierre Delanoë, il y a 200 tubes, il n'y a pas 1000 tubes. Vous évoquiez Voyage Voyage, j'ai appris dans votre livre que c'était pas du tout Désirless qui devait la chanter au départ. Alors c'est ça qui est rigolo avec l'histoire des tubes, c'est-à-dire que certains chanteurs n'ont pas le sens du tube, puisque ils n'ont pas le flair, Ils n'ont pas le flair. C'est-à-dire qu'on propose cette chanson, puisque ce sont ces auteurs qui écrivent cette chanson. Ces auteurs proposent à Michel Delpech de chanter Voyage Voyage. Michel Delpech, c'est le plus grand tubeur des années 70. C'est chez Lorette, Le Loir-et-Cher, etc. Il fait une immense dépression, donc il sort totalement des radars au début des années 80, et on lui propose Voyage Voyage, et il ne la sent pas. Et donc il ne l'enregistre pas, et donc il la propose à Désirless, et c'est le tube incroyable de Désirless qui va durer depuis 40 ans. Et finalement, on se dit, est-ce que Michel Delpech, s'il avait chanté Désirless, est-ce qu'il ne serait pas revenu au sommet des charts? Il a regretté, Michel Delpech? Non, il n'a pas regretté, parce que je pense que c'était une chanson qui ne lui correspondait pas, et il n'aurait peut-être pas chanté de la même façon, et ça n'aurait peut-être pas été un tube. Je disais, votre autre passion, c'est la politique. Alors, politique et musique, est-ce que ça fait bon ménage? Oui, ça fait bon ménage, parce que ce que je vous disais, c'est que c'est le dernier ciment d'unité nationale, et les hommes politiques cherchent maintenant des points d'appui pour parler au plus de gens possible. Donc c'est pour ça que les hommes politiques, ils aiment bien dans leurs meetings avoir des personnalités venues du cinéma, de la série, de la musique. Nicolas Sarkozy avait fait campagne avec Christian Clavier, Johnny Hallyday, Faudel. Emmanuel Macron, c'est un dingue de musique qui n'hésite pas à citer Michel Sardou l'an dernier dans une conférence de presse sur les 2 écoles. Il fredonne du Johnny régulièrement. Nicolas Sarkozy, c'est un dingue de musique. Les Insoumis, je vous ai dit que je suis obsessionné avec Michel Sardou, mais vous avez chez les Insoumis Raquel Garrido et Alexis Corbière qui sont des fans de Michel Sardou et qui ont imposé des musiques de Michel Sardou dans des meetings. Et donc en fait, ils cherchent du commun. Comme ils n'arrivent plus à parler, à rassembler, ils vont se baser sur des figures hyper populaires pour se dire, voilà, finalement je suis comme vous parce que je chante comme vous. Mais est-ce que ça marche? Non, je pense que ça marche pas, c'est fini. Ça pouvait marcher il y a 10, 15, 20 ans quand Jacques Chirac s'affichait aux côtés de Lynn Renaud ou François Mitterrand de Dalida. Il y avait un petit effet. Mais là, c'est terminé, ça sent trop la com. Même si il faut reconnaître à Emmanuel Macron de connaître
vraiment la culture populaire, de connaître les chansons, de connaître Johnny, de connaître Philippe Labro. Il le connaît. Il le connaît très très bien. Et bon, je vais faire une petite pique en forme d'hommage, ou un hommage en forme de petite pique, mais ses meilleurs discours, c'est sur les hommages aux gens disparus issus de cette culture populaire. Vous relisez le discours qu'il a fait à la Madeleine pour Johnny Hallyday. C'est un très très beau discours où il a saisi l'importance d'une chanson pour un pays. Pareil pour Jean-Paul Belmondo. Il a compris que la culture populaire, il y a populaire, mais il y a aussi culture. Et c'est deux mots très importants. Deux mots très importants. Quel est votre tube préféré, Florent Baraco? Interdit interdit de citer Michel Sardou. C'est très compliqué parce que ça change tout le temps. Moi, j'ai une vraie tendresse pour Michel Delpech. Et je trouve que Le Chasseur, c'est une chanson extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est dans cette forêt avec ce chasseur qui dit pourquoi je tue des animaux, les oies sauvages. Et c'est une chanson où il y a l'atmosphère. C'est extraordinaire, mais il y en a plein. Change d'avis tout le temps. Les mots bleus de Christophe, c'est extraordinaire. Serge Lama, Je suis malade, il y a une émotion formidable. Et en fait, on peut pas avoir un tube préféré. C'est pas possible. C'est difficile d'avoir un tube préféré. Néanmoins, on est bien d'accord, la vie, c'est plus marrant. C'est moins désespérant en chantant. Là, vous revenez sur Michel Sardou, c'est pas moi. Merci Florent Baraco, la route du tube. Merci beaucoup. Point de vue, c'est déjà fini. Demain, vous retrouvez Vincent Roux aux manettes de l'émission. Il recevra Éric Ciotti. Bonne journée sur Figaro TV.